Bonjour à tous. Merci d'être présents en si grand nombre pour ce premier webinaire sur le sujet du captage, du stockage et de l'utilisation du carbone. Nous sommes pratiquement 30 personnes sur ce webinaire, donc c'est déjà un succès. Merci. Vous êtes autant du secteur privé que du public, ce qui démontre bien l'intérêt très varié pour ce sujet d'actualité. J'aimerais vous présenter nos deux intervenants, Suren Arkmen, professeur à l'Université de Lausanne et président de Sofies, expert des questions d'écologie industrielle et d'économie circulaire en général et de CCU en particulier, et notre collègue David Nervik, ingénieur EPFL en chimie et aussi expert des sujets de captage, stockage et utilisation du carbone. Alors, bonjour tout le monde. On va entrer directement dans le vif du sujet. Je vais faire juste une brève introduction générale à la problématique de la capture et de l'utilisation du carbone. Suivant. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, je rappelle l'article 2 de la Convention sur le climat, qui gouverne aujourd'hui au plan mondial toute la question climatique. Donc, l'objectif qui est bien décrit dans l'article 2, c'est de dire que l'objectif ultime de cette convention, c'est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, c'est important de se souvenir que le but de la convention, c'est de stabiliser, voire même idéalement de diminuer les concentrations. Donc, pas de diminuer les émissions. Évidemment, comme il y a un lien direct entre les émissions et les concentrations, une des manières les plus logiques de réduire ou de stabiliser en tout cas les concentrations, c'est de réduire les émissions. Mais il faut bien se souvenir que le paramètre crucial, c'est la concentration de gaz à effet de serre, notamment de CO2, dans l'atmosphère, puisque c'est directement relié au réchauffement global. Suivant. Alors, la Convention sur le climat avait défini, bref rappel, deux très grandes stratégies. Premièrement, s'adapter, puisque quoi qu'on fasse, il est bien clair que de toute manière, on va être confronté, on est déjà confronté au changement climatique. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est évidemment une stratégie absolument prioritaire aussi, c'est l'adaptation. Maintenant, la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Et là-dedans, il y a deux grands volets. Il y a la réduction des émissions ou alors l'augmentation des puits pour toujours tenter de stabiliser ou diminuer les concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Suivant. Alors, en ce qui concerne l'atténuation, il y a deux grandes possibilités complémentaires. Comme on vient de voir, il y a la réduction des flux de CO2 qui entrent dans l'atmosphère. C'est celle qui a attiré le plus d'attention depuis les débuts de la Convention sur le climat. Maintenant, force est de constater que malgré tous les efforts consentis depuis une trentaine d'années, les émissions continuent malgré tout d'augmenter. Elles peuvent diminuer localement ou dans certains secteurs, mais au plan global, on sait que les émissions de CO2 ont augmenté d'environ 60% par rapport à l'année de référence qui est 1990. Donc, c'est bien, ça reste évidemment la priorité d'essayer de réduire les émissions, mais il faut tenir compte du fait que malgré tout, jusqu'à maintenant, elles ont continué d'augmenter. Donc, l'autre option qu'il s'agit d'explorer de manière complémentaire et en parallèle, c'est évidemment d'essayer d'extraire du CO2, et ça vaut pour d'autres gaz à effet de serre du reste, mais notamment d'extraire du CO2 de l'air, donc de diminuer le stock atmosphérique pour le mettre dans un autre compartiment. Et c'est ça qu'on va voir plus en détail aujourd'hui. Suivant. C'est là qu'on arrive sur la notion de net zéro CO2 émission ou de zéro carbone net, qui est très clairement défini dans le rapport du GIEC, le rapport spécial que le GIEC a fait à la demande des États lors de la conclusion de l'accord de Paris. Les États ont demandé au GIEC de leur faire un rapport pour leur dire comment mettre en pratique les objectifs ambitieux de l'accord de Paris. Et c'est ce qu'on appelle le rapport SR15 ou Special Report 1.5, qui justement décrit la manière de le mettre en œuvre. Donc ici, c'est très clairement dit, les émissions zéro carbone net sont atteintes lorsque les émissions de CO2 d'origine humaine sont équilibrées globalement, le mot globalement est important, par le fait d'extraire par des technologies humaines, donc anthropogenic CO2 removals, sur une période donnée. Et donc, ça aussi c'est important, les émissions CO2 zéro net, c'est aussi ce qu'on appelle la neutralité carbone. Suivant. Donc, il faut bien se souvenir que quand on parle de zéro carbone net, c'est synonyme de neutralité carbone, en tout cas dans le langage qui fait référence, qui est celui du GIEC. Alors, le point important qu'il faut rappeler, que je veux souligner ici, c'est que la notion de neutralité carbone ou de zéro carbone net n'a de sens, strictement parlé, qu'à l'échelle planétaire.
Donc, à l'échelle d'une entreprise, d'une région, d'un pays, on ne peut pas parler strictement de neutralité carbone ou de zéro carbone net. On devrait ne parler que de contribution à une neutralité carbone planétaire. Et ça, c'est important pour éviter des malentendus. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Suivant. Alors, il y a cette notion qui va avec dans ce contexte, qui est celle d'émission négative. Donc, par émission négative, toujours dans la définition officielle du GIEC, on entend par là le fait d'extraire, d'enlever de l'atmosphère des gaz à effet de serre, notamment du CO2, par des activités humaines délibérées, en plus du CO2 qui est enlevé de l'atmosphère par des processus naturels. Suivant. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est les émissions négatives nettes. Et ça, c'est une situation dans laquelle les humains arrivent à extraire, à enlever de l'atmosphère plus de gaz à effet de serre que ce qu'ils ont mis. Et alors là, on peut commencer à parler d'émissions négatives nettes. Et c'est évidemment là l'objectif visé. Suivant. Donc, pour l'atténuation, dans ce contexte, on a deux grandes approches complémentaires quand on veut diminuer le stock atmosphérique de CO2. Premièrement, on peut capter ce CO2 sous forme concentrée directement à la sortie de différents processus industriels. Ou alors, deuxième option, on peut extraire directement le CO2, mais il est très dilué, donc c'est plus difficile, mais on peut extraire directement le CO2 dans l'air, comme le font du reste les végétaux. Suivant. Maintenant, on a deux grandes options, une fois qu'on a capté ce CO2. Soit on le stocke dans un compartiment naturel, dans les sols, dans le sous-sol, dans la biomasse, dans les océans. Et en particulier, quand on le stocke en grande quantité dans le sous-sol, c'est ce qu'on appelle le CCS, la capture et la séquestration du carbone. Il y a un potentiel très important, mais ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment plus spécifique. C'est le stockage dans un autre compartiment qui est le stockage dans l'économie. C'est-à-dire fabriquer des produits qui ont une utilité économique et sociale dans lesquels on incorpore du carbone. Et ça, c'est ce qu'on appelle la capture et l'utilisation du carbone, c'est-à-dire le CCU. Et on va se focaliser là-dessus dans ce webinaire. Suivant. Là aussi, on a deux cas de figure. Si on stocke le carbone dans l'économie, alors on peut avoir un cycle rapide, c'est-à-dire à partir du CO2, on peut faire des carburants, des combustibles. Donc évidemment, lorsqu'on utilise, c'est-à-dire on brûle la plupart du temps ces carburants ou ces combustibles, le CO2 qu'on a capté va retourner dans l'atmosphère, mais ensuite il va être recapté, puis retourné, puis recapté. Donc on fait vraiment un cycle rapide. Alors l'effet, il va être un effet de stabilisation avec éventuellement une substitution d'agents fossiles. Donc ici, ça n'est pas encore à strictement parler à grande échelle de la soustraction nette, mais c'est déjà un progrès. Maintenant, l'étape suivante, ou encore mieux, c'est l'immobilisation dans des produits. Donc, le CO2 est capté, mais alors il est stocké dans des produits soit qui ont une longue durée de vie, par exemple des matériaux de construction, ou alors qui peuvent être recyclés. Par exemple, des polymères plastiques, ou ce qui fait que quand un atome de carbone entre dans l'économie, dans un produit, on veut qu'il y reste le plus longtemps possible, y compris en étant recyclé. Donc, on retombe sur la notion d'économie circulaire. Et alors là, ici, l'idée, c'est d'avoir vraiment une soustraction nette du CO2 qu'on a capté dans l'air. Suivant. Juste pour clarifier le vocabulaire, parce qu'il y a toute une série de termes qu'on voit. Donc, les deux grandes options, et des fois, on parle ensemble de CCUS. Donc, le CCS, c'est ce qu'on appelle le stockage géologique. Alors, c'est bien, il y a un gros potentiel, mais ça n'a pas d'utilité, et surtout, ça ne représente que des coûts. Donc, vous allez voir le capture and storage ou bien sequestration, ils sont utilisés la plupart du temps de manière synonyme. Il y a une variante qui consiste à faire une partie du travail par des organismes vivants, donc c'est-à-dire essentiellement des plantes ou des microalgues. C'est ce qu'on appelle la bioénergie avec la capture du CO2 et ensuite, soit on peut le stocker dans le sous-sol, soit alors, c'est la dernière ligne tout en bas, on peut le stocker dans l'économie et ça, c'est la variante BECCU, donc prenez par exemple une centrale à bois ou à biomasse qui brûle de la biomasse, du bois par exemple, on va capter le CO2 et ensuite on va aller le stocker dans l'économie. Donc ça, c'est la variante qu'on appelle BECCU. Mais autrement, on va parler de capture et d'utilisation, de valorisation ou de recyclage. Tout ça, ce sont des termes synonymes. Suivant. Alors pour terminer mon introduction, je vais juste rappeler qu'il y a trois grandes voies
de valorisation du CO2 une fois qu'on l'a capté, soit à partir de sources concentrées, soit directement dans l'air. Et le code couleur indique que ce qui est en rouge, c'est la séquestration. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais donc on capte le CO2, on va le séquestrer dans le sous-sol. Maintenant, ce qui nous intéresse surtout, c'est les autres. Donc, il y a l'utilisation du CO2 sans le transformer, tel quel. C'est ce qu'on appelle la voie physique. On peut l'utiliser comme solvant, on peut l'utiliser comme agent caloporteur dans des réseaux urbains de chaud et de froid, dans l'industrie alimentaire pour des boissons gazeuses, etc. Donc, il y a différentes options d'utilisation sans le transformer. Là où il y a encore plus de potentiel, sans doute, surtout de potentiel de valeur économique ajoutée, c'est quand on le transforme. Et ça, en gris, ici, c'est toute la voie chimique. Il y a toute une chimie qui se développe depuis quelques années autour de la valorisation du CO2. Donc, on peut faire toute une série de liaisons chimiques et donc des polymères plastiques, etc. On verra des exemples dans la présentation qui suit par David Honorby. Et puis, la troisième grande voie, c'est la voie biologique, où, comme je le disais tout à l'heure, une partie du travail peut être faite par des organismes vivants, donc qui fondamentalement utilisent l'énergie solaire pour capter le carbone qui est dans l'air, le CO2 qui est dans l'air. Et ensuite, on va pouvoir travailler ces matériaux qui proviennent d'organismes vivants, y compris le biochar, les biocarburants, les protéines microbiennes, qui est aussi une option intéressante. Voilà, ça c'était pour l'introduction générale. Et maintenant, je passe la parole à David Honorvik qui va entrer plus en détail dans les différentes voies possibles. Merci. Merci Soren pour cette introduction claire et merci encore une fois à tout le monde d'être là. Maintenant, sans plus tarder, on va passer à la deuxième partie de la présentation où en premier lieu, on va aborder les objectifs suisses. Puis, nous verrons pourquoi le CCU est une solution aux problèmes actuels avant de bouger un peu plus en détail sur toutes les voies de valorisation ainsi que les coûts associés. Et finalement, nous regarderons quelques exemples industriels ainsi qu'une méthodologie d'approche pour l'intégration sur le territoire. Alors, comme vous le savez très probablement, la Suisse s'est fixé plusieurs objectifs afin de réduire son empreinte carbone avec le but, dans l'idéal, d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors maintenant, en 2020, nous étions déjà supposés avoir diminué de 20% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence 1990. Et maintenant, bien que les chiffres pour ces 2 dernières années ne soient pas disponibles, on voit qu'il est peu probable que l'objectif soit atteint, puisque en 2018, nous n'étions qu'à moins 14% de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence. C'est-à-dire que nous avons déjà réduit de 7,5 millions de tonnes de CO2 équivalent, mais qu'il reste un peu plus de 3 millions de tonnes à réduire afin de pouvoir atteindre cet objectif. Alors, comment procéder à présent? Eh bien, le prochain objectif en 2030, pour l'atteindre, il va falloir multiplier les efforts. Soren nous avait parlé des mesures d'atténuation qui incluent les mesures d'une part de réduction qui visent vraiment à la réduction des émissions et d'autre part les mesures non pas qui visent à la réduction mais qui visent au captage et à la séquestration ou à l'utilisation du carbone. Mais alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ces mesures de réduction ne suffisent pas? Donc ces mesures de réduction, typiquement, on va parler d'efficacité énergétique, d'implémentation d'énergie renouvelable, de gestion des déchets, etc. Eh bien, pour répondre à cette question, on peut regarder CD du graphique suivant. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'échelle globale, on se trouve à hauteur de un peu plus de 52 milliards de tonnes de CO2 équivalent émises par année. Évidemment, la première approche, c'est de réduire au plus possible ces émissions-là. Donc, on va faire ce qu'on appelle s'occuper des low-hanging fruits. On va implémenter des mesures de réduction d'émissions qui, au début, ne coûtent pas cher du tout, qui sont assez simples à implémenter. Et puis, au fur et à mesure qu'on implémente ces mesures-là, les coûts vont augmenter et éventuellement, les coûts de réduction vont augmenter de manière exponentielle à partir d'un certain seuil d'émissions réduites. Et il devient éventuellement pratiquement impossible de réduire les émissions au-delà d'un certain seuil. Ici, ça correspond à 40 milliards de tonnes par année. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a une partie des émissions qui est incompressible. Typiquement, si vous prenez l'industrie du ciment, vous avez le CO2 qui est un sous-produit de la production de ciment. C'est donc un produit intrinsèque au procédé de production de ciment qu'on ne peut pas éviter. Il va donc falloir trouver d'autres solutions pour pouvoir soit compenser, soit capter ce CO2-là. Ces émissions incompressibles correspondent à peu près à 13 milliards de tonnes par année, ce qui correspond à peu près à 25% des émissions actuelles. Mais comme l'a dit Soren également, nous n'allons pas arrêter d'émettre du jour au lendemain. On peut s'attendre à ce que ces 52 milliards de tonnes de CO2 équivalent par année
augmente. Et donc, c'est là qu'on commence à observer l'utilité du CCU. Il faut aussi prendre en compte le fait que voilà, nous avons 150 années d'industrialisation derrière nous, 150 années d'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Et qu'idéalement, ce n'est pas la neutralité carbone qu'il faudrait chercher, mais plutôt un retour à la norme, c'est-à-dire un retour aux concentrations pré-industrielles. Et c'est pour ça que le CCU est une solution intéressante. Alors, quelles sont les principales voies de valorisation? Soren vous en avez parlé assez rapidement. Maintenant, que le CO2 provienne de combustion d'agents fossiles, de combustion de biomasse, de procédés industriels ou directement de l'air, la première étape consiste en la capture de CO2. Donc, une fois qu'on a capté ce CO2-là, on a deux possibilités. Soit il y a tout ce qui touche à la conversion du CO2, c'est-à-dire qu'on va avoir une conversion chimique en produit à valeur ajoutée. Typiquement, en faisant réagir le CO2 avec de l'hydrogène, on peut produire du méthane, du méthanol, du pétrole synthétique. Mais encore, on peut utiliser le CO2 pour la production de polymères, notamment de polyols. Et finalement, on peut également utiliser le CO2 comme agent minéralisant pour tout ce qui est minéralisation des déchets de construction ou des déchets industriels. Ça nous permet d'obtenir des granulats qui peuvent ensuite être utilisés comme alternative aux granulats naturels utilisés dans la production de béton. Maintenant, nous avons aussi l'autre possibilité qui est d'utilisation directe, c'est-à-dire qu'on va utiliser le CO2 tel quel pour des applications typiquement d'amélioration du rendement. C'est ce qu'on fait depuis déjà plusieurs décennies dans les serres ou bien pour la production d'engrais. Comme Soren l'a mentionné, on peut utiliser le CO2 sous forme supercritique comme solvant pour extraire des composés intéressants tels que la caféine. Le CO2 peut être utilisé comme fluide caloporteur pour tout ce qui est réfrigération, cryogénie. Et bien entendu, il y a tout ce qui touche à l'industrie alimentaire, la carbonatation des boissons, préservation des aliments. Maintenant, il y a aussi, donc ces deux voies-là, la première étape consiste au captage du CO2. Mais il y a aussi la possibilité de bénéficier du captage naturel du CO2, soit par la photosynthèse, c'est-à-dire par la croissance de la biomasse. Si on convertit cette biomasse en produit à valeur ajoutée, ça représente également une voie de CCU. C'est typiquement le cas pour la production de biochar. Le biochar est un agent qu'on peut utiliser comme engrais en ligne avec le concept d'agriculture régénérative. D'ailleurs, chez Sofias, nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Bien sûr, toutes ces voies de valorisation dont je viens de vous parler ne se trouvent pas exactement au même niveau de développement technologique. Alors, le niveau de développement technologique, c'est un indicateur qu'on utilise pour caractériser des technologies émergentes. En anglais, c'est le Technology Readiness Level, le niveau TRL. Donc, c'est vraiment un indice de maturité technologique. C'est un indice qui se note de 1 à 9, 9 étant le niveau le plus élevé, et qui représente un système réel démontré en environnement opérationnel. Alors, comme vous pouvez le constater, pour tout ce qui est carburant, pour l'instant, nous nous trouvons dans la fourchette TRL 7 à 8. En revanche, il y a énormément de projets et de collaborations qui visent à pousser ces technologies-là pour qu'elles atteignent un niveau TRL 9, ce qui permettrait de rendre ces technologies plus accessibles aux acteurs locaux et aux petites et moyennes entreprises. Vous remarquerez également qu'il y a une grande quantité de technologies qui se trouvent déjà au niveau TRL 9. C'est le cas notamment pour tout ce qui est industrie alimentaire, puisque c'est un domaine où ça fait déjà plusieurs décennies qu'on utilise le CO2. Bien entendu, il ne faut pas oublier qu'un niveau TRL 9 ne signifie pas forcément une compétitivité d'un point de vue économique avec les alternatives fossiles ou les alternatives conventionnelles. Mais le niveau TRL 9 permet de donner un peu plus de confiance aux compagnies qui souhaitent déployer ce genre de technologie. Et c'est à l'aide de ce déploiement qu'on va éventuellement atteindre une baisse des coûts, comme a été le cas pour l'énergie solaire il y a 20 ans ou les électrolyseurs. Mais alors, parlons un peu plus en détail des coûts. Alors, comme je vous l'avais mentionné, pour la plupart des voies de valorisation, la première étape, c'est le captage du CO2. Alors, on peut capter le CO2 à partir de sources ponctuelles, donc les grands émetteurs, ou bien on peut le capter directement à partir de l'atmosphère. Comme vous pouvez le constater, il y a une énorme différence de prix par rapport à la source de captage. C'est-à-dire que si on va capter le CO2 d'un procédé de production d'éthanol, par exemple, les coûts seront beaucoup moins élevés que si on capte le CO2 à la sortie d'une centrale à chaleur. La raison étant que dans la production d'éthanol, on se trouve avec un CO2 qui est fortement concentré et qui ne présente pas beaucoup d'impuretés. Tandis que à la sortie d'une centrale à chaleur, de gaz naturel ou de charbon, on a un CO2
pas très concentrés, à hauteur de 3 à 15%, qui présentent quelques impuretés, des composés organiques volatiles ou bien des sulfures d'hydrogène, des oxydes de soufre, ce genre de choses. Alors, le coût va vraiment dépendre de la pureté d'une part, mais aussi de la concentration. Pour ce qui est le coût de captage du CO2 atmosphérique, eh bien, vous avez tous probablement entendu parler de Climeworks, la compagnie suisse qui fait le captage directement de l'atmosphère. Bien entendu, les coûts liés au captage atmosphérique sont presque un ordre de grandeur de plus que les coûts liés au captage d'un point de source. Encore une fois, c'est parce que le CO2 dans l'air est trouvé à hauteur de 0,4 pour 1000, c'est-à-dire que la concentration est vraiment faible et il faut traiter des volumes énormes d'air afin de pouvoir concentrer le CO2. Maintenant, Climeworks n'est pas la seule compagnie qui travaille dans la capture atmosphérique. Il y a Carbon Engineering, une compagnie canadienne qui est en train de construire un site de captage atmosphérique qui prévoit de capter à peu près 1 million de tonnes par année d'ici 2 à 5 ans. Et eux, ils stipulent pouvoir atteindre des coûts de production de CO2 entre 120 et 300 $. Donc, ça fait déjà une énorme différence par rapport à Climeworks. Maintenant, évidemment, ça reste à prouver une fois qu'ils ont vraiment démontré ce système-là, mais ils sont en phase de construction. Bien entendu, il y a d'autres avantages à la capture, enfin, au captage atmosphérique. Tout d'abord, il y a la possibilité de délocaliser la source de CO2, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se situer à proximité d'une grande centrale afin d'avoir une source de CO2. Un système comme le propose Climeworks, c'est un système modulaire qui permet de capter à peu près 135 kg de CO2 par jour. Et c'est un système qu'on peut mettre à l'échelle facilement en achetant plusieurs modules. Donc, on peut permettre à des petites et moyennes entreprises de valoriser du CO2 à petite échelle. Et c'est là où se trouvent les avantages des systèmes comme le propose Climeworks. Maintenant, si on fait l'analogie avec l'évolution historique de l'énergie solaire, eh bien, on voit que plus on a implémenté ces technologies-là, plus les coûts ont diminué. Et il en sera de même pour le captage atmosphérique. Puisqu'au final, le captage atmosphérique, c'est vraiment une technologie qui permet de puiser dans un stock. Donc, c'est l'atmosphère, le stock de CO2, et on puise dans un stock. Comparé, par exemple, aux mesures de réduction qu'on a mentionnées auparavant, où vraiment il faut implémenter des mesures de réduction de plus en plus difficiles à chaque fois. Donc, les coûts augmentent. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail les coûts des procédés d'utilisation du CO2. Donc, je vous ai mis quelques voies ici, les voies les plus pertinentes. Et la première chose qu'on remarque, c'est que certaines voies ne sont pour l'instant pas du tout compétitives. Donc, dans la colonne verte, vous avez le coût CCU, la colonne brune, le prix du marché et la différence. Maintenant, pour le méthane et les dérivés du pétrole, ça s'explique par le fait que le méthane et tout ce qui est pétrole, en fait, c'est extrait du sol. On n'a pas besoin de produire ces composés-là. Donc, les prix sont relativement bas. Pour la voie CCU, évidemment, il va falloir les produire de manière synthétique. On va devoir capter le CO2 d'une part, produire de l'hydrogène et faire réagir ces deux composés pour produire les produits ici. Ça explique vraiment la grande différence de coût. Mais les coûts vont sans doute baisser. Quand on prend l'exemple du dérivé du pétrole, le secteur de l'aviation, par exemple, aujourd'hui, il est impossible avec la technologie actuelle de permettre l'électrification du secteur de l'aviation, puisque la capacité énergétique des batteries par rapport à leur poids ne permet pas aux avions de faire des voyages à longue distance. On va donc devoir rester concentré sur l'utilisation du kérosène. Mais alors, si on veut abaisser l'empreinte carbone de ce secteur-là, il va falloir trouver une manière de produire le kérosène qui a une empreinte faible. C'est une voie du CCU. On peut produire le kérosène suite à la réaction Fischer-Tropsch en combinant du CO2 et de l'hydrogène. Donc, ce genre de technologie est vraiment en train d'être exploré maintenant pour permettre une décarbonisation de ce secteur-là. Deuxièmement, vous avez certaines technologies qui sont presque compétitives. C'est par exemple le cas pour le méthanol, pour la production de granulats. Et ces technologies-là, à l'aide d'un coup de pouce des réglementations, par exemple, pourraient devenir compétitives et vraiment permettre une bonne compétition avec les énergies fossiles et les alternatives traditionnelles. Troisièmement, vous avez certaines technologies qui sont déjà compétitives. C'est le cas de la production de polymères, notamment les polyols pour la production de polyuréthane, une sorte de mousse. Pareil pour le durcissement du béton dans le secteur de la construction.
Et puis finalement, il y a une gamme de produits, le biochar que nous avons mentionné un peu plus tôt, une gamme de produits qui est rendue disponible grâce aux technologies CCU. Maintenant, quels sont les paramètres pertinents pour les projets CCU? Parce qu'il faut savoir que les projets CCU, comme on vient de le voir, coûtent assez cher. C'est un investissement considérable qu'il faut faire et donc il faut prendre toutes les mesures possibles pour garantir le succès ou pour au moins améliorer la rentabilité du procédé. Tout d'abord, il y a l'histoire de proximité. Bien entendu, plus la source d'émission est proche du lieu d'utilisation, moins les coûts seront élevés. On n'a pas besoin de se soucier de tout ce qui est stockage, transport, logistique. Puisqu'il faut savoir que le CO2 se transporte de manière soit liquide, soit comprimée. Il y a une grande quantité d'énergie qui va dans le stockage et le transport du CO2. Il y a l'histoire de la qualité du CO2, comme on l'a vu précédemment. Il y a tout ce qui touche à la concentration de la source, la pureté de la source. Plus la source est concentrée, moins les coûts de captage vont être élevés. Et moins il y a d'impuretés, plus rapidement, plus simplement, on va pouvoir utiliser le CO2. La quantité captée est aussi un paramètre intéressant puisque le captage, évidemment, est plus rentable à grande échelle. Et il faut savoir que certaines voies de valorisation ont une capacité limitée d'utilisation. C'est le cas pour tout ce qui est horticulture, serre, etc., ou carbonatation des boissons. Donc, il faut considérer éventuellement une pluralité des solutions. Enfin, bien entendu, le captage et la valorisation du CO2 nécessitent énormément d'énergie, que ce soit électrique, surtout thermique. Le captage de CO2, donc, doit être garanti d'utiliser des énergies renouvelables pour pouvoir faire en sorte que l'empreinte carbone soit la plus basse possible. Et puis finalement, il y a aussi la valeur du produit qu'il faut prendre en compte. La production de méthanol permet d'avoir un produit qu'on peut vendre sur le marché et qui peut nous rapporter de l'argent, qui représente une source de revenus importante. Alors, regardons un peu en détail quelques exemples industriels. Typiquement, la production de méthanol vert, c'est un procédé qui se fait par une compagnie qui s'appelle Carbon Recycling International, une compagnie islandaise, qui, elle, valorise donc 5600 tonnes de CO2 par année pour produire à peu près 4000 tonnes de méthanol. Et il stipule pouvoir réduire les émissions de près de 90% par rapport au principal procédé traditionnel. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ils ont tout d'abord une source d'énergie renouvelable pour produire de l'hydrogène vert. On a une source de CO2 qui est captée et qui est combinée à l'hydrogène dans un réacteur pour produire du méthanol. Le méthanol est ensuite vendu, consommé, les émissions sont rejetées dans l'atmosphère et le cycle est ainsi fermé. Maintenant, en regardant les paramètres que nous venons de mentionner, eh bien, nous voyons que ici, premièrement, ils utilisent de l'énergie renouvelable pas chère. Ils se trouvent en Islande, ils ont accès à de l'énergie géothermique. Ensuite, il y a les émissions qui proviennent de la centrale géothermique qui sont très pures, enfin très concentrées. Donc, les coûts de captage sont très bas. Bien entendu, il y a la proximité. L'usine pour produire le méthanol se trouve juste à côté de l'usine géothermique, ce qui permet de réduire tous ces coûts liés à la logistique, le transport, le stockage. Et finalement, il y a un produit à valeur ajoutée qui est créé et vendu sur le marché. On peut regarder dans le secteur de la construction, la production de granulats. C'est ce qui est fait par une compagnie qui s'appelle OCO Technology, précédemment s'appelait Carbon 8. Ils ont développé un système qui permet de valoriser des déchets industriels de différentes industries, que ce soit la cimenterie, que ce soit des différents procédés de combustion, des aciéries. Et en fait, il faut que les déchets contiennent du calcium, ce qui permet au CO2 de réagir et de former du carbonate de calcium, quelque chose qui est en fait présent en grande partie dans les granulats naturels et donc qui nous permet de produire des granulats synthétiques qu'on peut utiliser ensuite dans le secteur de la construction en les mélangeant au ciment pour produire du béton. C'est ce qu'ils font ici. Il y a typiquement une industrie qui émet du CO2 et des déchets. Maintenant, au lieu d'enfouir ces déchets-là, on peut combiner les déchets avec le CO2, les faire réagir, produire des agrégats, des granulats qu'on va utiliser ensuite dans la production de béton, donc l'industrie de construction. Encore une fois, ça nous permet d'avoir un produit à valeur ajoutée et il y a ce paramètre de la proximité qui limite les coûts. Enfin, un dernier exemple dans l'agriculture. Alors,
Ça fait déjà plusieurs décennies qu'on utilise le CO2 dans l'agriculture, puisque le CO2 permet d'améliorer la productivité de la culture d'aliments sous serre. Il faut avoir une atmosphère enrichie en CO2, ce qui permet d'améliorer le rendement de la photosynthèse. Il faut également un apport en température pour pouvoir contrôler la température de la serre et avoir un bon contrôle de la croissance des aliments. Alors, ces deux détails font que c'est un environnement propice pour la valorisation de CO2. Mais la manière traditionnelle de fournir ce CO2-là, c'est de l'acheter, d'acheter du CO2 industriel qui est souvent obtenu par vaporéformage, un procédé très polluant. Et en plus de cela, alors normalement, d'avoir un boiler sur site qui permet de produire de la chaleur, mais qui produit également du CO2 qu'on rejette. Maintenant, la méthodologie BECCU, comme l'avait mentionné Suren précédemment, le Bioenergy avec Carbon Capture Utilization, elle consiste à utiliser par exemple une chaufferie à bois qui est alimentée par de la biomasse, qui elle va produire la chaleur et les émissions vont être captées pour pouvoir fournir en même temps le contrôle de chaleur et le CO2 nécessaire à la bonne croissance des aliments. C'est d'ailleurs ce qu'a fait une coopérative d'agriculteurs hollandais qui ont installé ce système-là, le système décrit sur la droite, et qui prétendent pouvoir obtenir un CO2 à la moitié du coût du marché, y compris amortissement de toute l'installation. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre le CCU sur un territoire? Eh bien, chez Sophies, nous avons une méthodologie d'approche qui consiste à l'évaluation du potentiel régional, tout d'abord. Nous allons regarder sur une région quelles sont les industries qui y sont présentes. Tout d'abord, quels sont les utilisateurs et quels sont leurs besoins en termes de qualité de CO2, en termes de quantité de CO2. Quels sont les émetteurs? Quelle est la qualité du CO2 émis? Quelle est la quantité du CO2 émis? Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut regarder aussi, est-ce qu'il y a des ressources naturelles à disposition? Est-ce qu'il y a des déchets qui peuvent être valorisés? De la présence de chaleur fatale ou éventuellement des infrastructures? Tout ça va faire qu'on va pouvoir obtenir une meilleure idée en faisant le bilan régional. Une meilleure idée du potentiel de valorisation du CO2 de la région. Enfin, une fois qu'on a fait ce bilan-là, on peut procéder à l'identification des technologies adaptées. Donc, on va regarder les différentes technologies de captage, les différents procédés de valorisation et lesquels sont adaptés aux situations régionales. Et finalement, on va procéder à faire une étude de faisabilité où on va étudier la performance économique, la performance environnementale. Maintenant, le CCU. Eh bien, pour répondre à la question que nous avons posée au début, le CCU, d'abord, c'est une nécessité, on l'a vu. Le captage de CO2, pour atteindre les objectifs climatiques, on est obligé de l'utiliser. Enfin, cette technologie-là, on est obligé de l'implémenter. Le CCU, c'est également une urgence. Pourquoi? Eh bien, si on s'y met trop tard, il sera trop tard. Il sera trop tard. Il faut bien entendu préparer le terrain. Il faut se mettre, il faut se préparer et créer des conditions cadres pour tirer profit du CCU dans les années à venir. Et puis enfin, il y a la maturité des technologies, on l'a vu. Plusieurs technologies sont déjà matures ou seront matures très bientôt. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre plus longtemps pour les implémenter. Et finalement, ce qui est important, c'est l'engagement. Il faut un engagement des acteurs publics et privés afin de pouvoir mettre en œuvre cette économie circulaire appliquée au CO2. Donc, pour répondre à la question comment une stratégie CCU peut-elle s'intégrer dans votre stratégie climatique? Eh bien, pour les entreprises, il faut tout d'abord explorer les options qui s'offrent à vous en termes de possibilités CCU. Faire cette analyse régionale, comprendre quels sont les challenges, quelles sont les opportunités. Pour tout ce qui est approche territoriale, il faut évaluer le potentiel, encore une fois, pour l'intégration du CCU sur un territoire. Et bien sûr, prendre en compte la perspective de la neutralité carbone, de l'économie circulaire. Privilégier les symbioses industrielles. Alors, voilà, c'est tout pour ma part. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on peut prendre quelques questions. Oui, merci David, merci Suren pour vos présentations qui semblent recueillir de bons commentaires dans le chat. Je vous pose déjà, pendant que je redonne la chance à tout le monde de parler, je vous pose quand même les questions qui ont été mises dans le chat, un peu sur les limites physiques ou les limites énergétiques
Yves Berton nous demande, d'accord pour l'optimisation industrielle, mais il y a quand même des limites énergétiques. Pourquoi ne mentionnez-vous pas les limites physiques? Prendre dans l'atmosphère va toujours coûter plus d'énergie que de capter en sortie de centrale. Et une question qui est un peu reliée aussi, si on avait un budget illimité, pourrions-nous résoudre le problème du réchauffement climatique grâce au captage? Est-ce que Suren ou David, vous voulez vous lancer? Oui, alors juste une remarque par rapport à la première question sur les limites, enfin le coût énergétique, c'est évidemment une très bonne question. Il faut bien voir qu'on va agir de manière opportuniste. C'est-à-dire que dans le système industriel aujourd'hui, il y a encore tellement de chaleur fatale, notamment la chaleur fatale. C'est exactement la stratégie de Climeworks près de Zurich. C'est-à-dire il y a tellement d'énergie qui de toute manière est encore gaspillée. C'est dû à la nature même des process. Par exemple, les usines d'incinération, toutes les centrales électriques thermiques, etc. Donc l'idée, c'est d'utiliser en priorité des sources d'énergie qui de toute manière sont là et qui ne sont pas utilisées aujourd'hui. Et ça permet de diminuer évidemment la consommation énergétique spécifique dont on aurait besoin pour ça. En plus, évidemment, l'idée, c'est de choisir en priorité des énergies renouvelables, mais autrement, on peut faire exactement ce qu'a fait Climeworks, c'est s'installer à un endroit, en l'occurrence, c'est un incinérateur municipal, où la chaleur perdue sert à subventionner en énergie les procédés de captage et de purification. Voilà, c'est une réponse partielle, mais en tout cas, c'est la stratégie concrètement qu'on met en place. C'est une stratégie opportuniste pour diminuer le coût énergétique. Merci. J'espère que ça répond à votre question. Sébastien Hay nous demande, donc déjà merci pour le webinaire très intéressant. Si les technologies de capture semblent bien rodées, on a l'impression que côté utilisation, séquestration, très peu de projets à grande échelle sont opérationnels, mis à part peut-être l'EOR, donc le captage dans les mines ou autres, si j'ai bien compris. Du coup, les modèles climatiques, énergétiques ou économiques qui misent massivement sur le CCU-CCS à court, moyen terme sont-ils réalistes? Alors, pour répondre à cette question, tout d'abord, il faut comprendre que le CCU, c'est vraiment un set de technologies qui émergent très récemment. C'est des technologies très modernes auxquelles on a commencé à s'intéresser dans les dernières 5 à 10 années. Tandis que le stockage de carbone, ça, on s'y connaît un petit peu plus, suivant tout ce qui avait à voir avec la production de méthane, l'extraction de méthane. Bien entendu, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'EOR. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est l'extraction aidée, c'est le Enhanced Oil Recovery, c'est l'extraction assistée de pétrole à l'aide de CO2. Et c'est des projets qui sont très exploités en Amérique, notamment, puisqu'ils ont, eux, une législation qui est favorable à ce genre de projet-là. Ils ont le crédit crédit d'impôt 45Q qui permet de réduire ces impôts par rapport à la quantité de CO2 injectée ou à la quantité de CO2 captée et utilisée. Maintenant, ce que moi je pense, c'est qu'il manque ce genre de législation en Europe, notamment en Suisse également. Ce genre de législation permettrait de donner une meilleure motivation aux compagnies pour implémenter ce genre de technologie. Et je pense que c'est pour ça qu'en Europe, on est un petit peu en retard par rapport à l'Amérique, qui, eux, ont déjà mis au point énormément de projets de captage et de séquestration. Pour parler de la Suisse un peu plus en détail, je me suis renseigné récemment et le captage de CO2 n'est pas pour l'instant une mesure qui permet d'être exempté de la taxe sur le carbone. Mais il faut savoir que le captage et l'utilisation de CO2 sont des technologies récentes et les réglementations peuvent évoluer rapidement. En revanche, l'implémentation de ce genre de technologie prend du temps. C'est pour ça qu'il faut en général s'y mettre à l'avance ou au moins commencer à penser aux différentes possibilités pour pouvoir être prêt lorsque la réglementation permet à ces technologies de se déployer et d'obtenir plus de financement. Juste un complément, Nicolas, si je peux, Oui, bien sûr. pour répondre à la question de Sébastien Hay. Alors, on est dans une période maintenant vraiment intéressante où on voit que c'est en train de décoller, les applications industrielles potentiellement à grande échelle, notamment dans le domaine des matériaux de construction ou dans le domaine, par exemple, des polymères.
Il est vrai qu'on est encore au début, mais tout est en train de se mettre en place depuis vraiment pas longtemps, depuis quelques années, pour que ça, on commence à parler de gros volumes. Mais maintenant, l'autre domaine dans lequel alors il y a les grandes manœuvres, et en Europe c'est sans doute le plus important, c'est tout ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire c'est une des manières de stocker l'électricité excédentaire d'origine renouvelable, c'est de faire notamment la méthanation, il y a d'autres options qui est bien connue. Alors là, on est dans le cycle rapide, puisque après, ça réémet du CO2 une fois qu'on utilise ce méthane, etc. Mais là, on a un potentiel qui est des ordres de grandeur au-dessus de la plupart des applications qui sont plus limitées. Mais maintenant, ce qui est très important, ce que j'aimerais rappeler, c'est que un facteur crucial dans le CCU, c'est que même si les quantités sont faibles, il peut y avoir une forte valeur ajoutée. Et cette forte valeur ajoutée peut permettre de faciliter d'autres projets de réduction des émissions, par exemple. Parfait. Merci, Suren. Julien Bétrizé qui pose deux questions. Je crois que la deuxième a au moins partiellement été répondue par David sur les éléments politiques, ou en tout cas peut-être les leviers économiques. Je pose la première, du coup, quel est le besoin en énergie primaire pour que le CCU ait un impact sensible sur la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère? Eh bien, il faut savoir que actuellement, comme je l'avais mentionné pendant la présentation, le captage et l'utilisation requièrent beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on se trouve, si on veut implémenter un mécanisme de captage et de séquestration sur une centrale thermique à gaz naturel ou au charbon, on va augmenter les besoins, la consommation de carburant de ce site de production de 10 à 20%, je crois. Maintenant, il faut savoir que, en tout cas pour ce qui est du captage, aujourd'hui, on se trouve à peu près à 1000 kWh par tonne de CO2 capté. Bien entendu, ça semble beaucoup, mais si on regarde un peu plus en détail différents procédés industriels existants, tels que la production de méthanol ou bien de manière traditionnelle, ou bien la production d'urée, on remarque qu'on dépense également des quantités incroyables d'énergie pour produire ces produits-là. Et on peut commencer à se poser la question, eh bien, si on est prêt à dépenser autant d'énergie pour produire du méthanol de manière traditionnelle, est-ce que ça ne vaut pas la peine de considérer dépenser de l'énergie de la même envergure pour le captage et la valorisation du carbone? Pour répondre un peu plus en détail à la question, eh bien, ça dépend vraiment de l'application. Différentes voies de valorisation vont nécessiter différentes quantités d'énergie. Pour tout ce qui est carbonatation, la quantité d'énergie est relativement faible. Pour tout ce qui est production de méthane, production de méthane et production de méthanol, en général, la quantité d'énergie est très élevée puisqu'on doit fournir cet hydrogène renouvelable et c'est la demande énergétique pour la production d'hydrogène qui dicte la demande énergétique totale de la voie de valorisation. Donc, voilà, c'est pour l'instant des technologies qui nécessitent de grandes quantités d'énergie, mais, et on le voit aujourd'hui, hein, c'est un secteur vraiment en voie de développement, il y a de plus en plus de projets qui visent à agrandir la capacité de production d'hydrogène renouvelable, ce qui va permettre vraiment un abaissement des coûts, une optimisation de la technologie et éventuellement, ça permettra aussi aux technologies CCU de réduire le coût énergétique. Merci David. Il y a Damien Gumi qui a la main levée depuis un petit bout de temps. Est-ce que Damien, tu veux poser une question? Oui, merci, très volontiers. Merci pour la présentation ou les présentations. Je travaille sur le plan climat cantonal genevois, donc à l'État de Genève. Et puis, un des titres de la présentation, c'était comment intégrer ces technologies dans les stratégies climatiques. Et du coup, ma question, donc ça a été dit par plusieurs intervenants, comme quoi on était au début, qu'il y avait un développement technologique récent mais intéressant. Et du coup, à quels horizons on peut envisager d'avoir des réductions à une échelle qui soit intéressante en termes de réelle réduction de CO2 dans l'atmosphère? Est-ce que c'est 2030, 2040, 2050? Je sais que je n'avez pas forcément une réponse exacte à ça, mais est-ce qu'on peut déjà envisager des technologies, un développement suffisant en 2030 pour avoir des rendements et des quantités de CO2 captées qui soient importantes? Je vous remercie. Je pense qu'on peut dire oui, oui. Il y a déjà des estimations
qui montrent qu'on a des choses déjà qui commencent à être significatives à l'horizon 2030. Est-ce qu'il y a des publications que vous pourriez peut-être joindre avec là-dessus que je ne connais pas ou des pistes pour qu'on puisse avoir des références par rapport à ces avancées? Oui, oui, volontiers. Merci. En prie. Merci, Damien. Je pose la question, Dan Roche. Un grand merci passionnant donc pour nos panélistes. Si la Confédération aurait des leviers d'action relativement évidents, des bases légales, quels seraient, selon vous, les leviers d'action d'une ville? Peut-être Sured? Alors, si on parle strictement des leviers d'action, alors très souvent, les villes, par exemple, ont la haute main sur les incinérateurs de déchets municipaux. C'est souvent géré à l'échelle municipale, ou en tout cas, en bonne partie, la gouvernance est de l'ordre municipal. Et donc là, il y a quand même une source de CO2 qui est importante, qui en plus peut être relativement concentrée. Donc ça serait une première piste vraiment concrète où les municipalités qui sont impliquées dans un incinérateur municipal, en général, il y a plusieurs dizaines de communes même qui sont partenaires de ces incinérateurs. Ça serait dans le cas de la Suisse, en tout cas, ça serait une première piste qu'on pourrait explorer. Merci, Sured. Je pose la question de Mathieu Loget, qui est aussi en lien avec une question de Julien Bétrisé. Donc, il se demandait s'il y avait des lobbies qui ralentiraient le développement de cette technologie et si oui, lesquels. Et c'est en lien avec la question de Julien. Quels sont les éléments politiques manquants pour que le CCU soit potentiellement plus largement répandu? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, et ils ont raison de faire ça, on privilégie vraiment la réduction d'émissions parce que pour l'instant, la réduction d'émissions représente jusqu'à présent encore une solution très rentable. Donc la réduction d'émissions, je veux dire tout ce qui touche à l'efficacité énergétique, encore une fois, l'implémentation d'énergie renouvelable, la gestion des déchets, etc. Et j'ai l'impression que les gens ont peur aujourd'hui de investir de l'argent dans une technologie, sachant qu'il y a une autre technologie qui peut-être, pour l'instant, est plus rentable. Mais voilà, il faut avoir une perspective de longue durée, une perspective un peu plus sur la durée et comprendre que, bien entendu, les mesures de réduction sont nécessaires, mais il y a un certain moment où il va falloir également considérer tout ce qui touche au captage et à l'utilisation, la séquestration du carbone. Je me permets de rebondir là-dessus, David. On a l'exemple, par exemple, des cimenteries qui ont déjà remplacé en très, très grande partie, très grande majorité, quelquefois jusqu'à 100% de leurs énergies fossiles par des énergies alternatives. Pourtant, le procédé lui-même émet du CO2. Est-ce que c'est typiquement le type d'industrie qui pourrait bénéficier de CCU? Alors oui, enfin, c'est le type d'industrie type qui vraiment bénéficierait du CCU parce que comme tu le dis, ils n'ont plus d'autre choix. Ils ont déjà atteint une grande partie de combustibles alternatifs et ils ont déjà pris plusieurs mesures pour optimiser le procédé, pour le rendre moins polluant. Et il y a un certain moment où on ne peut pas réinventer l'art de faire du ciment, ou bien ça demandera énormément de ressources. Et c'est pour cette raison que les solutions de captage de carbone sont adaptées à ce genre d'industrie particulièrement. Juste un Parfait. complément à propos de la Vas-y, question sur Sured. les lobbies, qui était intéressante à propos de la question sur les lobbies. À ma connaissance, il n'y a pas de lobby industriel ou de lobby économique qui est fortement opposé à cette option. Ce qui est intéressant, c'est que le lobby du pétrole, du charbon, mais notamment du pétrole, non seulement n'y est pas opposé, mais pourrait même y voir une certaine opportunité. Alors évidemment, le but, ce n'est pas de favoriser l'expansion du secteur pétrolier, mais il est là. Donc, eux ont bien identifié déjà que l'utilisation du TCU à l'échelle, par exemple, de complexes pétrochimiques, pour eux, représente une opportunité. C'est-à-dire, au lieu qu'ils continuent à relâcher du CO2, eh bien, autant qu'ils en fassent quelque chose d'utile et qu'ils l'immobilisent dans l'économie. Donc, tout ça pour dire qu'a priori, ce n'est pas ce lobby-là des énergies fossiles qui va s'opposer frontalement au CCU. Donc, c'est plutôt, à mon avis, une bonne nouvelle. Je ne connais pas vraiment de lobby de frontalement au CCE. En revanche, il y a plutôt une résistance souvent idéologique qui vient notamment de certains milieux environnementalistes, pour une raison qu'on peut comprendre, ils craignent
toujours que le recours à la séquestration et à l'utilisation du CO2, ça soit un prétexte pour relâcher les efforts par rapport aux réductions des émissions. Donc là, j'aimerais être très clair, il ne s'agit pas de ça. C'est vraiment une stratégie complémentaire. La priorité, évidemment, ça reste la réduction des émissions, mais à un moment donné, il faut prendre acte du fait, c'est tout simplement la réalité, que nous n'arrivons pas à réduire les émissions autant qu'il le faudrait. Mais ce n'est pas parce qu'on va faire maintenant des efforts pour capter, séquestrer ou utiliser le CO2 qu'on va relâcher pour autant en parallèle les efforts raisonnables pour réduire les émissions. Donc c'est plutôt là qu'il y a souvent une résistance politique. Mais à ma connaissance, la principale résistance politique par rapport au CCU, c'est surtout la méconnaissance de ces options et de ces opportunités. Merci, Suren. Il nous reste quelques minutes. Il y a une question de Sébastien Haye. L'Union européenne a intégré les carburants renouvelables d'origine non biologique, par exemple le CO2 plus l'hydrogène, dans sa dernière directive avec certaines incitations financières à la clé. Où en sont les discussions en Suisse? Ouais. Alors maintenant, dans l'ordonnance sur le CO2, l'ordonnance qui est en vigueur maintenant, il est bien mentionné que les mesures de captage et de séquestration, que ce soit dans la biomasse ou dans des couches géologiques, que ces mesures-là ne consistent pas des mesures de réduction de CO2 et qui ne permettent donc pas d'accéder à des exemptions de taxes. Maintenant, nous sommes en pleine évolution de la loi sur le CO2, en pleine discussion. Il y a beaucoup de mesures qui sont mentionnées. Et je pense que la Suisse, pour l'instant, ne veut pas forcément se positionner là-dessus puisqu'ils attendent un peu le positionnement de l'Union européenne par rapport au système de transfert d'émissions européen qui, eux, sont également en train de se positionner sur le sujet. Ils ont, eux, permis aux compagnies qui font partie de ce ETS, système de transfert d'émissions européen, ils ont permis à certaines compagnies qui pratiquent la minéralisation d'une certaine manière d'obtenir des crédits carbone, mais ils sont toujours en pleine discussion. Et c'est là où on est un peu ralenti parce qu'il y a toute cette politique derrière comment qualifier ces voies de valorisation, comment éviter de compter le carbone deux fois. Et c'est une grande discussion qui est en train d'avoir lieu. Alors, je pense que la Suisse, puisqu'elle est un peu liée avec son système d'échange de quotas d'émissions à celui européen, attend un peu de se positionner, attend le positionnement de l'Union européenne avant de prendre des décisions relatives à ça. Juste en complément, à ma connaissance, effectivement, au sein de l'Union européenne, il y a encore un peu un flou sur le statut exact de ces technologies et de ces voies d'utilisation et de valorisation. En Suisse, il me semble qu'il y a plutôt du retard encore pour le moment dans la réflexion politique là-dessus. Je crois que c'est un petit peu en train d'évoluer, mais on aurait pu souhaiter que ça soit un peu plus rapide. Mais enfin, on voit que ça commence un peu à bouger. Là derrière, il y a une discussion importante qui est vraiment de nature juridique, c'est quel est le statut juridique du CO2? Est-ce que c'est un déchet ou est-ce que c'est une ressource? Et ça change pas mal de choses. Alors ça, c'est un autre sujet qu'on n'a pas le temps d'aborder ici. Mais pour répondre rapidement à la question de Sébastien, il me semble que la situation est pour le moment encore, elle n'a pas encore vraiment tenu compte en Suisse du potentiel du CCU, mais c'est en train d'évoluer. Les esprits commencent à bouger un peu, me semble-t-il. Merci, Suren. Il n'y a plus de questions de poster. Je regarde s'il y a des mains levées. Ce n'est pas le cas. Il est gentiment midi. Donc, j'en profite pour remercier tout le monde d'avoir participé en si grand nombre à ce premier webinaire sur le sujet. Je vais vous envoyer à tous un email avec le lien vers la présentation et l'enregistrement. Et je vous invite à nous communiquer si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas pensé pendant le webinaire. Alors, merci à tous et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.